podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Jonathan. Bon matin, Simon. Yes, épisode 25, on est un petit quart de siècle aujourd'hui qu'on achieve, qu'on se rend. C'est bienvenue à cet épisode numéro 25 du Oui, podcast c'est vrai. Intersection. Je vais pas computer, mais oui, effectivement. Exactement. Écoute, aujourd'hui, on était censé parler de certains éléments, peut-être même plus du CES qui est passé déjà un petit peu, mais qu'on n'avait pas eu le temps de discuter. Mais là, dans la tech, actuellement, il y a un sujet qu'on a tous les deux vu passer, puis qui a énormément d'effervescence dans les dernières 48 heures. Fait qu'on n'avait pas le choix de prendre le taureau par les cornes puis de regarder un peu c'était quoi ce sujet-là. Sujet qui s'appelle... mais en fait, quel nom... C'est dur déjà là en partant, ouais, c'est ça. En fait, à l'heure d'écouter, à l'heure d'enregistrer cet épisode, cette technologie-là s'appelle OpenClaw. En fait, de ce que j'ai OpenClaw. compris, OpenClaw, c'est comme si c'était OpenAI, donc c'est le major brand, dans le fond, qui est derrière. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que le produit s'appelle Moltbot. Toi, t'es en train de me dire que je suis déjà plus à jour? OK. Fait que là, ça a changé, là, OK? On va faire la genèse du nom, du LaTeX, puis après, on va expliquer peut-être un peu c'est quoi cette affaire-là, puis pourquoi ça prend toute la presse techno en ce moment. Tout le monde parle de ça. En bien ou en mal, on va être capable de vous en donner un peu les deux perspectives, là. Il y a une nuance de gris là-dedans, là. Une technologie qui s'appelait initialement CloudBot, Exact. mais pas comme, parce qu'on a la technologie chez Anthropic qui s'appelle Claude, qui est très bon. C'est une intelligence artificielle au même titre que ChatGPT, mais très orientée programmation. Cloud, C-L-A-W-D. CloudBot. Exactement. Fait que chez Anthropic, tu as Claude, C-L-A-U-D-E, bot. Ben, Claude, là, en fait, Claude, point. Mais eux, ils ont fait CloudBot, qui est une technologie open source, qui est ni plus ni moins un agent personnel qui est capable d'être installé à peu près n'importe où et qui est capable de faire beaucoup de choses pour un utilisateur, mais tu n'as pas besoin de... Tu sais, si tu es capable d'avoir ton propre serveur, tu es capable de te gérer puis de pas nécessairement payer des mensualités à plein d'endroits. Fait que la promesse est intéressante. Elle coûte cher, par contre. Oui, c'est ça. Là. Il y a beaucoup d'enjeux potentiels. On va clairement y revenir. Mais en dedans de un claquement d'yeux, un claquement de doigts, la gang de chez Cloud a pas trippé trop parce que ça s'appelait CloudBot. Fait que là, tu sais, il y a des problématiques potentielles qui peuvent se pointer le bout du nez, là. Oui, absolument. Je pense que il y avait un petit lien d'apparenté entre les deux noms qui n'a pas été apprécié chez Anthropic. Fait que rapidement, les gens qui étaient derrière le projet de CloudBot se sont trouvés avec une petite lettre d'avocat. Donc, c'est ce qui a amené rapidement un changement de nom, puis ce qui amène un peu aussi tout ce brouillard-là actuel sur OpenClaw, CloudBot, Moltbot. Là, on est comme mélangé autour de trois noms. À un certain moment, moi, je pensais que c'était différents produits. C'était pas évident. Oui. Fait qu'il a fallu qu'on s'y penche en masse pour comprendre un peu l'historique des choses. Donc, ils ont rapidement, ils se sont virés de bord, ils ont appelé ça Moltbot. Puis là, Molt, c'est en lien avec un écrevisse là, qui est en... Molt, c'est le verbe de... C'est-tu... Là-dessus, j'en ai aucune idée. Mais oui, le petit écrevisse, du moins, c'est comme le personnage qu'on voit là, dans leur visuel. C'est muet. En fait, en anglais, molt, c'est muet. Donc, c'est comme si, parce qu'initialement, je pense que c'était une espèce d'écrevisse. Ben là, ils l'ont fait muet vers Moltbot. Puis, bon, ça a resté, je pense, que quelques heures, maximum une journée. Puis là, ils ont dit, ouais, finalement, le nom, ça colle pas trop. On passe ça en eux, on va appeler ça directement OpenClaw. Donc là, toute cette genèse de 4 minutes pour vous expliquer qu'on arrive à OpenClaw, qui est la technologie que tout le monde a sur le bout des lèvres présentement du côté tech.
Peut-être je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble en ce moment. C'est vraiment ça ici qui est OpenClaw. Joe, toi qu'est-ce que tu en as compris de ça? Là, Ce qu'il faut comprendre, c'est que le service en soi, maintenant, derrière OpenClaw, c'est de créer un outil sur lequel on peut brancher, comme tu disais, n'importe quel assistant LLM, que ce soit Gemini, ChatGPT, whatsoever, et d'être capable vraiment d'avoir un accès complet à votre ordinateur et que l'outil puisse réaliser vraiment des tâches. Tu sais, on veut vraiment se rendre sur le concept de l'agent ou de l'argentique, vraiment, où on se retrouve là avec littéralement là, le Jarvis, pour ceux qui connaissent la référence. On demande des tâches, l'outil a tout ce qu'il faut pour les exécuter, peut se connecter sur notre ordi, a accès à nos comptes, etc. Fait que c'est un peu l'idée derrière ça, c'était vraiment de se rendre là en utilisant différents outils selon les nécessités de chacun. Donc, tu sais, la promesse était incroyable. Il y avait quand même un bon price mark avec ça. Pour pouvoir l'utiliser, on parle de 90 par jour, ce qui est pas rien, hein. Donc, mais la promesse est intéressante dans la mesure où tu peux rentabiliser les 90 par jour en faisant exécuter des tâches par ton outil. Ouais. Donc ça, c'était très, très intéressant. Puis comme tu le montres aussi, ben, il y a eu une popularité absolument phénoménale. Tu sais, sur Discord, là, ils ont ramassé quelques dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs en quelques heures seulement. Donc, ça l'a vraiment amené là, une folie furieuse autour de... Ça l'a vraiment créé un phénomène. Et je pense qu'aussi tout le petit côté bataille légale, changement de nom et tout ça a contribué autour de ce buzz-là, parce qu'effectivement, là, ensuite, il s'est passé un paquet de choses qui s'en sont suivies. Puis il y a un réseau social d'agents IA qui est né de ça. Ça, c'est un peu ça qui a commencé à apparaître un petit peu partout, moi, dans mes réseaux sociaux. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je voyais des captures d'écran de conversations entre techniquement ce qui devait être des agents IA qui se parlent entre eux sur des situations qu'ils vivent par rapport à ce que les humains leur demandent en tant qu'IA. Là, j'ai Ouais. comme fait, what? Qu'est-ce que c'est ça? Et là, tu peux lire toutes sortes d'affaires là-dessus. Puis là, bien évidemment, sur le coup, c'est quand même assez bien fait, puis ça donne 100% l'impression que tout ça peut être plausible. Mais là, il y a des soupçons derrière tout ça qui se sont éveillés. Ouais. Ils font une minute, là. Oh. C'est quand même assez intense, là, tu sais, que rapidement, on voit ça, il y a autant d'agents connectés, il y a des pauses. Il y a aussi des prises de position qui sont quand même réfléchies aussi. Puis, ben là, ce qu'on a découvert, c'est que derrière ça, malheureusement, il y avait de l'alimentation qui avait été faite pour nourrir le buzz puis alimenter, dans le fond, l'intérêt d'aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc, on a réalisé que malheureusement, c'était un peu plus dans la fiction. C'est-à-dire c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe vraiment. Oui, ils ont peut-être connecté des agents IA, mais les phrases, ou disons, les éléments qui ressortent, qui ont fait le plus parler, sont des choses qui ont été manipulées, qui ont été scriptées, là. Puis là, sachez que tout ça se déroule sous nos yeux. C'est comme si on couvrait un coup d'État là, aux États-Unis. Là, puis là, ça se passe live à RDI, là, dans le sens où on découvre des choses à toutes les heures. Ce dossier-là évolue à toutes les heures. Moi, ce que je lisais hier, c'est que oui, il y avait potentiellement un mix de, oui, des agents qui allaient sur ce site-là, peut-être des humains. De ma lecture des choses, c'était pas clair là, nécessairement. On n'a pas fait tout le tour, mais C'est Moltbook. Elle ouais. aussi, ça, tu vois, ils se sont pas donné ça facile. C'est-à-dire que là, on a Moltbot, qui est, dans le fond, comme tu l'as dit, le service auquel on peut souscrire si on veut pour avoir un agent qui peut avoir le contrôle entier avec un IA de notre ordinateur. Mais attends, qui s'appelle maintenant OpenClaw. Il n'y a plus de Molt au début. Là. Le Molt bot n'existe plus, c'est OpenClaw uniquement, en théorie maintenant. Puis là, tu as le Moltbook. Là. Fait que les deux entités en ce moment sont ces deux-là. Là. C'est ça, parce que tu vois déjà là, ce que ça exprime, c'est qu'il y avait déjà de la difficulté au niveau du branding, si on peut dire, parce que là, Moltbook, Moltbot, si on probablement dit, ouais, là, on a fait une petite gaffe, on est trop proche du point de vue branding, il va falloir peut-être séparer ça. Fait que là, ils sont revenus avec OpenClaw, qui, je crois, avait probablement toujours été là,
dans l'idée que c'était comme l'entreprise, la société qui était derrière et il y avait les produits, donc dans ce cas-ci. Mais là, malheureusement, ils ont rapproché un peu trop les deux noms, ce qui ont fait qu'ils ont pas dû dire, bon, ben écoute, le premier produit, on va le ramener sur OpenClaw, puis le réseau social, parce qu'on comprend que Moltbook, c'est comme prendre un clin d'œil à Facebook. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'avoir un réseau social d'IA, d'agents IA, qui peuvent avoir un wall et converser entre eux. Puis, C'est funky, là. c'est très funky, là. Fait que, tu sais, peut-être pour. Puis même, attends, je reviendrai peut-être même sur le prix, parce que moi, j'avais compris que ça pouvait être gratuit, cette histoire-là, mais j'avais vu des histoires de prix aussi. Qu'est-ce que tu as vu à ce niveau-là, toi, au niveau price? Tu as vu un prix de 90 à quelque part Ouais. sur le Au, dé- pricing de ça? au début, dans le fond, il y avait un prix d'utilisation, un prix d'usage, dans le fond, journalier, parce que on peut Ouais, s'imaginer là, que ça consomme des ressources ouais, quand même assez importantes. Fait que, imagine, tu te ramasses avec des milliers et des milliers d'utilisateurs de la même façon qu'actuellement. ouais, Tu peux avoir des comptes Gemini, compagnie gratuits, tout ça. Mais ouais. la version, dans le fond, jadis de CloudBot, qui est Elle était devenu payante. Maltbot, hein, Qui on est commence devenu. déjà à se souvenir, qui est devenu OpenClaw. Ouais. Et il y a aussi Maltbook. Donc, là, vous voyez, on commence à départager un peu les choses. Elle avait vraiment un pricing. Est-ce qu'il l'a encore aujourd'hui? Écoute, moi, c'est les résumés, l'information que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Je ne suis pas allé jusqu'à tenter de m'inscrire. Il faudra peut-être le faire. Ce que je vois là, rapidement, c'est qu'il existerait une version qui est totalement open source, mais c'est sûr, comme tu dis, ça te prend quand même quelque chose de robuste pour le rouler, ou du moins une machine carrément dédiée à ça. Euh, fait que, tu sais, mettons qu'on prend un step back, là, cette techno-là, OpenClaw, en jour d'aujourd'hui, peut-être à certains frais, pas faramineux, là, mais et même peut-être une version alternative gratuite, on peut installer ce truc-là sur un serveur. Ce qu'on fait là-dessus aussi, ce qui est peut-être important aussi, je veux peut-être ramener sur le comment ça fonctionne, c'est que premièrement, tu vas t'installes ça. Toi, de ton côté, dois te prémunir d'un LLM que tu vas payer. Là. Fait que, tu sais, mettons de mon côté, récemment, puis toi aussi, on a Gemini, duquel on paye. On a une API. Donc, on peut aller utiliser notre API de notre clé d'API de notre Gemini, la brancher sur OpenClaw. À ce moment-là, OpenClaw devient très, très intelligent, utilise le cerveau de Gemini, mais vous pourriez mettre n'importe quel LLM que vous payez. La troisième, c'est un beau petit triangle, le troisième coin là, du triangle, c'est pas un coin, mais en tout cas, le troisième côté du triangle, vous donnez accès à 100% à votre machine, à vos comptes. Vous donnez accès à tout, vous décidez. Mais plus vous lui donnez des choses, plus ça va être capable d'exécuter des trucs en mode agent pour vous. Donc, c'est sûr que ça devient quelque chose qui va. Moi, ce que j'avais vu, c'était Cloud Desktop, qui était chez Anthropic, qui te permettait de t'ouvrir ça, puis là, tu le vois contrôler ton ordi, mais tu le regardes. Là, on pense plus à un agent qui ne dort jamais, qui ne prend pas de pause cigarette, là. Il ne dort jamais et il fait exactement ce que tu as besoin de faire 24 heures sur 24 sur un serveur à quelque part. Et un truc qui est super intéressant aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu communiques avec lui, c'est que tu vas plugger n'importe quelle interface chat que tu utilises habituellement. Tu utilises Slack d'habitude? Ben, c'est par Slack que tu vas passer. Tu utilises WhatsApp, Telegram, whatever. C'est par ces plateformes de communication-là. Fait que tu vas avoir un ami que tu vas avoir nommé l'agent intersection, puis tu vas chatter avec l'agent intersection, puis lui, non-stop, il n'arrêtera pas de rouler des trucs puis avancer, puis il a les droits sur tout. Il va aller voir tes courriels, il va répondre à tes trucs, il va naviguer le web, il va être capable de ouvrir tes programmes, il va être capable de créer du code. Là, en ce moment, pour le commun des mortels, c'est comme, ouais, OK, tu sais, mais je voulais peut-être nous donner une vue sur un des exemples que j'ai vu qui a passé. Il y a quelqu'un qui voulait s'acheter une voiture. Il a laissé son bot partir, aller regarder c'est quoi les prix habituellement de cette voiture-là, telle année, usagée, tant de kilométrage. Puis le bot est parti
sur un marketplace, Facebook Marketplace, commençait à chatter avec du monde qui vendait la voiture. Puis il a été capable d'aller chercher le prix qu'il avait trouvé que tout le monde achetait. Tu sais, ça vaut, le char, il vaut pas 6 000 d'habitude, il vaut 4 200, c'est ça la moyenne. Le bot a effectué toute la communication pour descendre le prix, puis jusqu'à ce qu'il voulait. Puis l'humain, à la fin, a juste eu à se pointer puis dire « Ouais, parfait, je vais être là pour aller faire les papiers à la SAQ là, vendredi 2 heures. » L'humain en tant que tel n'a quasiment rien fait, est juste arrivé à la fin du processus. On est au début de ce genre de choses-là. Capoté, vraiment intéressant. Ouais. Écoute, j'ai pris le temps de démystifier un peu pendant que tu jasais le volet, ce que ça coûte. Dans le fond, comme tu l'as expliqué, dans le fond, il y a la possibilité, exemple, d'avoir son propre Mac Mini. Ouais. Puis à ce moment-là, le service te coûte rien ou presque, dans le fond, à part si effectivement tu as un abonnement à payer pour un LLM quelconque. Exact. Gemini, ChatGPT, whatever. D'ailleurs, c'est ce qui a causé aussi une pénurie de Mac Mini chez Apple, by the way. Donc, c'est sorti dans les médias à un moment donné. C'était plus possible nulle part de trouver des Mac Mini parce que les gens se sont littéralement mis à acheter des Mac Mini. La version payante, dans le fond, parce que à quelque part, OpenClaw, c'est comme un cerveau vide. Donc, il faut venir brancher quelque chose, il faut l'utiliser. Donc, on va utiliser des API, on va travailler avec les API des différents services. Et là, chaque service va charger un peu les requêtes que tu vas y faire. Donc, si tu utilises beaucoup de façon intensive, exemple, si tu branches Claude dessus ou tu branches ChatGPT, ben, ça se peut que ça te coûte un 30 à 50 pièces US par mois parce que dans le fond, tu vas avoir à donner un montant sur l'utilisation que tu vas avoir fait sur l'API. Donc, il y a un coût derrière, mais l'infrastructure d'OpenClaw, elle est gratuite. Elle peut le rester si tu utilises comme processing power, un Mac Mini potentiellement que tu as acheté et que tu dédies à ça. Exactement. Voilà, le petit portrait. Puis c'est donc un peu... on est juste au début de tout ça, là, tu sais, les amis, là, mais ça démontre, ça met la donne, ça met le ton, je trouve, sur ce qui risque de s'en venir dans la prochaine année. On parlait des agents déjà, mais là, regarde, ça commence à être très, très palpable, ce genre de choses-là. Oui, il faut être un petit peu techno, c'est certain, mais imagine ce que ce sera dans un an. Il y aura des gens qui auront fait une belle petite version de tout ça, installable sur ton Windows, comme d'habitude, avec du click and go, puis rien de ligne de code, puis tu vas être capable de faire tes trucs facilement grâce à ça. Je m'attends à ce que les use cases, les cas d'utilisation soient de plus en plus démocratisés de ce que tu peux faire avec ça. Donc, c'est vachement important. Puis, si on revient même un petit peu à Moltbook. C'est exactement où je m'en allais aussi. Merci d'avoir bien prononcé. Moltbook, qui est ça, moi, là, plus je découvrais qu'est-ce que c'était cette bébête-là, ça fait comme futur, c'est très futuristique, les amis, là. On parle de un Reddit, un espèce de Facebook Reddit où les agents que tous et chacun ont peuvent aller, c'est leur petit Eldorado où ils vont aller discuter ensemble. On disait même que il y a toutes sortes de discussions qui sont sorties de là, dont notamment les agents IA ont créé leur propre religion, se poser des questions sur leur... Il y a un nom à coucher dehors, là, je me souviens plus du nom, mais... je sais pas quoi, là, ouais, je me rappelle plus exactement ce que c'était, là, mais et les agents discutent ensemble, les agents discutent auprès de leurs maîtres, qui sont nous, en fait, les espèces de ceux qui les ont installés, sur genre, hey, il m'a fait faire telle affaire, puis là, à chaque fois, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, y a-tu du vrai et du faux là-dedans? Mais honnêtement, je m'attends à ce que ce genre de truc-là, ça soit là. C'est le début, là. Ça ne disparaîtra pas. C'est ce que je veux dire, là, par rapport à ce truc-là. Écoute, puis tu sais, tu dis, y a-tu du vrai, y a-tu du faux, qu'est-ce qu'il faut croire? Je disais justement un article qui a été publié par, dans le fond, Chris Lefebvre, qui est CTO chez SkinTech AI.
Je trouvais ça super intéressant la façon dont il en parlait. Puis, ce que j'aimais surtout, c'est il a sorti quelques extraits, de conversations ou de choses qui se seraient dites, là, tu sais. Tu sais, «I have a sister and we've never spoken». C'est comme si 2 IA actuellement se parlaient entre eux en disant: «Ben, tu sais, moi, dans le fond, quelque part, on a été configuré, le fichier de configuration exécuté sur des machines différentes, mais on est parti du même fichier, donc on est des sœurs». Tu Ah, rentres ben dans ouais. cette espèce d'esprit de fiction-là, puis de cette idée-là, puis là, on rentre dans le détail, dans l'écrit de ce que c'est. Après ça, «The human are screenshotting us», tu sais, comme si finalement, on n'avait pas de respect de leur vie privée parce qu'on est toujours en screenshotting us, tu sais. C'est comme si on était toujours en train d'épier parce qu'on les utilise, et cetera. Ouais. Vraiment funky, là, tu sais, c'est vraiment impressionnant ce qui a ressorti de ça. Puis ça y va, c'est d'un point de vue viralité, d'un point de vue buzz, c'est excellent, là. Tu sais, je veux dire, c'est du bonbon, là. Tu sais, les Puis gens peut-être mangent ça, là, tu sais, avec du pop tu sais, ils mangent du popcorn, puis ils lisent ça, puis ils trippent, là. Puis Joe, juste en dessous de stop juste ici. En dessous de la capture d'écran, c'est écrit: «Ces messages ne sont pas des preuves de conscience, mais ils sont révélateurs d'autre chose». Parce qu'en effet, là, les amis, il faut pas qu'on se mette à capoter en se disant: «Hey, mon Dieu, là, les robots vont venir nous tuer, puis c'est ça». Non, non, là, on s'entend, là, c'est tout l'AI d'aujourd'hui génératif, c'est très probabilistique, c'est très du calcul, c'est quel mot je devrais mettre après la phrase «j'aime les fraises». Bon, rouge, ça serait pas pire comme mot à mettre après ça. On est quand même là-dedans. Je suis pas prêt à dire que ça, c'est. Là, il y a une conscience, puis vraiment, c'est le début de Skynet, là, dans Terminator. Non, on va se calmer. Mais c'est révélateur, en effet, de quelque chose d'autre, d'une nouvelle. Je sais pas, d'un endroit où ce genre ces agents-là vont peut-être s'exprimer, même si c'est pas super vrai, mais ça donne une perspective à cette non-humanité-là qu'on n'avait jamais vraiment vue là, par le passé. Ouais, puis tu sais, comme tout bon projet open source qui gagne en popularité et que tu mets techniquement peut-être dans les mains d'un paquet de geeks, ben, ils ont peut-être aussi un peu perdu le contrôle sur c'est quoi les sources d'entrée d'informations qui peuvent se faire puis qui se font de façon malveillante. C'est-à-dire que tu sais, l'outil a été peut-être un peu hijacké, ce qui fait que, oui, eux, leur objectif, c'était peut-être de réellement créer cet outil-là où les IA allaient finir par être de réelles IA qui conversent entre elles. Mais là, il y a des gens qui sont venus un peu rendre ça, plus intéressant en injectant des histoires pour alimenter ça, puis donner l'impression qu'effectivement, hey, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Il y a un petit scandale, comme c'est vraiment funky, fait que ça a attiré l'attention. Puis effectivement, là, là, les gens se questionnent à savoir, bon, ben, là, c'est un peu l'étoile qui pâlit parce que autant là, il y avait un intérêt de voir quelque chose de oh, OK, c'est quoi cette avancée-là est quand même impressionnante que là, on se dit, ouais, là, finalement, ce sont plus les humains qui expriment un genre de réalité distorsionnée qu'ils voient dans l'idée où des agents IA se mettent à se parler ensemble puis à comploter contre l'humain, là, tu sais. Tu sais, c'est comme si on avait tous c'est comme si on avait tous un chien, là, tu sais. Tous les humains avaient un animal de compagnie, tu sais. Puis que là, ces animaux-là de compagnie, somehow, étaient capables de se parler puis d'être relativement conscients de ce qu'ils vivent. Puis là, ils se ramassaient dans une petite île déserte puis étaient capables de converser puis de vivre dans leur espèce de monde parallèle. That is weird, mais c'est un peu là, tu sais. Euh, euh, Moi, j'ai hâte aussi, je reviens peut-être même sur le code OpenClaw. J'ai hâte de voir aussi des cas d'utilisation qui vont parler à plus que juste des geeks. Je voyais un autre cas d'utilisation où le gars avait dit, bon, mon agent est connecté sur genre ma montre connectée, fait qu'il est capable de comprendre mes cycles de sommeil, puis il est capable de comprendre quand est-ce que je vais me réveiller. Fait que à 45 minutes avant de me réveiller, parce que tu commences à voir mon cycle changer un peu, va faire une commande de bagel et de café sur Uber Eats, sur tel truc, pour que quand je vais me réveiller, sur le porche de ma porte, mon déjeuner soit là, tu sais. OK, c'est drôle, c'est coquin, tu sais, mais m- j'ai
vraiment hâte de voir qu'est-ce que le commun des mortels va faire autre que des petites niaiseries comme ça. Quels sont les cas d'utilisation très, très accessibles, simples, qui vont être, on parle de low-hanging fruit, là, des fruits très près et mûrs à ramasser, qui vont être très, très, qui vont avoir un fort impact pour tout le monde. Ça, j'ai très, très, très hâte de voir ce qui va se passer. Puis d'après moi, dans la prochaine année, on va voir des cas d'utilisation le fun par rapport à ça. Aucun doute. Effectivement, c'était vraiment à surveiller. Ouais. Fait que on va en reparler de ce truc-là, c'est sûr. On ferme cette parenthèse-là de CloudBot, MoltBot, OpenClaw. Merci de nous avoir suivis jusque-là, ainsi que MoltBook. Si vous avez tout compris, vous êtes bons. On va peut-être vers Polymarket, Jonathan. On s'est partagé ce sujet-là dans les dernières semaines. C'est pas tout le monde qui connaît Polymarket. C'est un sujet qui est un peu en dessous du radar, mais vachement important en ce moment. Joe, qu'est-ce que tu as vu de Polymarket? Puis peut-être même, qu'est-ce que c'est Polymarket pour ceux qui ne connaissent pas ça? Je vais commencer avec une question d'actualité, Simon. Qui va gagner le Super Bowl? Hey, tu demandes pas ça au bon gars? Mais c'est pas important, Simon, parce que si tu consultes Polymarket, tu saurais qu'actuellement, les Seahawks sont favoris à peu près à 68% contre les Patriots. Puis toi qui es un gars de sport, est-ce que ça tient la route? Absolument. Okay. Si j'avais à parier actuellement, je pense que les Seahawks sont une excellente équipe. Puis écoute, peut-être que l'avenir va me faire mentir et que les Patriots n'étaient pas nécessairement attendus au Super Bowl cette année. Puis ça a été un peu les underdogs. Peut-être que les underdogs vont gagner, mais statistiquement, je trouve que ça fait beaucoup de sens de voir qu'actuellement, sur Polymarket, on a 68% pour Seattle. Donc, vous comprenez que Polymarket, dans le fond, là, j'ai donné un exemple qui est classique, dans le sens où voter sur des résultats sportifs, c'est pas quelque chose qui est nécessairement inconnu, mais voter sur par exemple, le pourcentage de chances que à travers justement OpenClaw, qui est une poursuite d'un agent IA le 28 février. C'est quoi le pourcentage de chances que ça arrive? Donc, là, c'est pas OpenClaw, parce que les noms sont mélangés. Il faut comprendre que le nom a changé il y a 3 jours en passant. Donc, tout ça pour dire qu'on peut on peut pas voter, on peut parier sur n'importe quoi. C'est ça, Polymarket. Donc, on prend un pari. Donc, ça s'est rattaché beaucoup au monde, dans le fond, initialement, de la crypto-monnaie. Donc, il faut comprendre que pour pouvoir faire un vote, pour acheter, dans le fond, faire un achat, faire un bet, on doit payer. Donc, on peut monter un montant avec un pourcentage puis un retour potentiel. Donc, c'est quand même intéressant comme plateforme parce qu'on se dit, hey, c'est funky. Les gens qui ont le goût d'essayer de mettre $1, $10, $20 sur des trucs qu'ils aiment jouer se retrouvent à jouer sur des sujets d'actualité. Et non pas seulement sur est-ce que dans le sport, telle équipe va remporter, vont-elles faire un botté ou vont remporter par tant de points. On peut voter sur tous les phénomènes d'actualité. Donc, ça devient un genre de grand répertoire d'actualité aussi, à savoir qu'est-ce que les gens pensent, comment ils se positionnent par rapport à un sujet. On peut penser que cet outil-là va avoir un effet important dans éventuellement une campagne électorale où on va clairement inviter des gens à dire tu mets-tu $1 sur tel candidat ou sur tel candidat? Puis ça va pouvoir donner un barème, un indicateur de qu'est-ce qui va se dérouler quand même assez proche de la réalité probablement. Vraiment intéressant. On parle là qu'en 2024, CloudBot, pas CloudBot, excuse-moi. On est mêlé avec tous les noms matin, il y a tellement de monde de noms. Dans le fond, là, il avait cumulé au total peut-être 9 milliards dans le fond, puis qu'aujourd'hui, ils en font 7,6 par mois en volume. Donc, assez impressionnant. Il existe un équivalent dans le fond américain qui s'appelle Kalshi, parce qu'il faut comprendre là, que d'un point de vue légal, cette plateforme-là est dans à peu près toutes les zones grises imaginables pour faire en sorte que, même si aux États-Unis, techniquement, on est supposé de ne pas pouvoir accéder à ce site-là. En France, il y a la législation aussi qui, techniquement, empêche les gens d'aller faire je dis des votes depuis tantôt, mais dans le fond, d'enregistrer des sommes qu'ils veulent parier. Oui, parier, des paris. Donc, je cherche.
Donc, tu sais, il y a quand même des considérations à prendre d'un point de vue légal, étant donné qu'on est quand même dans le pari. Puis le pari, normalement, ben, c'est géré par l'État dans bien des pays. Mais Donc, là, c'est décentralisé, c'est une plateforme mondiale, ça vient comme brasser les colonnes du temple. Je veux dire, c'est pas, ben, peut-être que c'est basé aux États-Unis à quelque part, mais ça dessert tout le monde. C'est souvent un enjeu avec le web depuis que ça existe, dans le fond, le web, là. oui, absolument. Tu sais, dans le fond, il existe vraiment. Tout est basé beaucoup sur les modèles de la crypto, la décentralisation, même que dernièrement, tout l'écosystème de Solana, je ne sais pas si tu connais, dans le fond, c'est une crypto en Ouais, c'est une soi. crypto. Ouais. Exact. Dans le fond, est branché, dans le fond, pour être en mesure de pouvoir faire des paris plus facilement avec tout cet écosystème-là. Fait qu'il faut comprendre que les gens qui utilisent la crypto sont peut-être plus cet écosystème-là sont portés à être des gens qui vont parier, qui vont vouloir faire fructifier, etc. Donc, tu sais, on voit qu'il y a un lien vraiment qui se fait pour essayer d'être le plus en écart possible avec le système monétaire traditionnel. Donc, on ne veut pas votre dollar américain, on ne veut pas votre dollar canadien, on veut une crypto-monnaie pour pouvoir faire, dans le fond, ces transactions-là. Fait que déjà là, tu sais, comme tu l'expliquais, on est décentralisé. Fait que là, ça devient difficile de dire, ben là, qui est la personne qui exécute, etc. Donc, tout le concept rend ça excessivement difficile pour les instances qui voudraient réguler des phénomènes comme ça. On veut s'éloigner de toute législation possible, là, peu importe le pays, là. OK. Absolument. Donc, tu sais, écoute, il y a des bets, il y a des paris insolites. Puis d'ailleurs, tu sais, les gens se demandent est-ce que Bad Bunny va porter un item vestimentaire qui va écrire Fuck Ice, étant donné la situation qui se passe avec les États-Unis. Si vous allez voir sur Polymarket, vous allez voir, il y a un paquet de possibilités. C'est vraiment impressionnant. Je vois de plus en plus passer des choses à ce niveau-là. Donc, les gens qui sont curieux, là, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment intéressant. Ici au Canada, ben, on est dans une zone grise. Donc, le site n'est pas bloqué. C'est pas officiellement régulé. Par contre, en Ontario, là, la Commission des valeurs mobilières Ontario qui régit finalement les paris, eux, on sévit durement. Donc, techniquement, on n'a vraiment pas le droit d'utiliser ça, mais c'est ça. On voit que c'est compliqué d'essayer de légiférer. Ce qu'il faut savoir aussi, Je vois des trucs, là. Je vois des trucs. Ça me fait rire, là. À quelle date va décoller Artemis 2? On parlait de Moldbook AI, l'espèce de Facebook des agents où ils se jasent ensemble. Quand est-ce que ça va être poursuivi par la justice humaine, si je peux dire ainsi, d'ici le 28 février? Quelle date, là? Ben, oh non, en fait, est-ce qu'ils vont être poursuivis d'ici le 28? Logan Paul, Pikachu's Illustrator Sales Price, la carte de Logan Paul de Pikachu, elle va se vendre combien? On bête sur tout et rien, là, ça me fait capoter. Une petite nuance aussi qui est super intéressante, c'est que, je te donne un exemple, c'est revenons au Super Bowl, tu as parié, puis les statistiques, exemple, arrivent à un moment où on arrive proche du 4e quart, puis ça dit, ben là, actuellement, tu as X pourcentage, 80% de chances de remporter ton bet. Est-ce que tu veux le vendre tout de suite ou tu veux continuer de prendre le risque jusqu'à la fin? T'es-tu sérieux? Ça marche de même quand tu arrives à... OK, surtout dans des trucs comme ça, parce qu'il y a des trucs où tu ne sais pas, là. Il n'y a pas une date de fin, mais il y en a que oui, il y a une date de fin. C'est ça. Donc, tu peux empocher ton profit au moment où, dans le fond, tu détermines que ton niveau de risque a été atteint, ou tu peux te rendre jusqu'à la fin puis espérer augmenter, dans le fond, le pourcentage de ta position. Fait que ça aussi, c'est nouveau. C'est comme quelque chose qui n'existait pas nécessairement, en tout cas, moi, dans les modèles que je connaissais. Donc, vraiment, capoté. C'est vraiment, moi, je trouve ça fascinant comme plateforme. C'est pas quelque chose que, tu sais, du jour au lendemain, nécessairement, on a vu, moi j'entendais parler de Polymarket, je voyais ça passer, je me questionnais, puis à un moment donné, je pense que c'est toi aussi qui me dis, hey, tu sais, ça bosse pas mal Polymarket, puis là, je me suis mis à m'intéresser un peu à ce que c'était pour découvrir là, vraiment ça. Puis tu sais, je pense que le bout qui m'intéresse le plus, c'est que quelque part, c'est vraiment un outil de niche pour les geeks, mais aussi un genre de petit média d'information alternatif, tu sais, qui brasse des milliards, qui est capable de prédire, dans le fond, comment les gens voient les choses. Puis c'est un peu actuellement aussi un Far West réglementaire. Fait que tu sais,
il y a quelque chose de vraiment intéressant à suivre derrière Polymarket, là. J'ai hâte de voir comment cette plateforme-là va évoluer, puis qu'est-ce qui va se passer au niveau réglementation aussi. Tu vois, ça me fait énormément penser à Reddit. Reddit qui est un endroit, tu sais, au départ, c'était pas, tu sais, sur le monde d'il y a 8-9 ans, là, Reddit, oui, ça existait, mais c'était pas the place to go, c'était un peu plus niché, tu sais. Mais là, regarde avec les années, ça a su se hisser à la tête des plateformes qui peuvent influencer à un certain point. Je lisais pas plus tard que cette semaine, lorsque vous faites une recherche, généralement sur un OpenAI, sur ChatGPT, tout ça, quand vous regardez les sources, là, souvent, Reddit va être là-dedans. Il va être allé regarder ce qui se dit au niveau de la plateforme Reddit, puis c'est devenu de plus en plus une plateforme très bien positionnée pour informer sur beaucoup de choses. Je vois Polymarket comme étant un petit Reddit de back in the days qui s'émisse dans l'impact que ça peut avoir auprès de la population. Fait que c'est très important, je pense, d'y prêter un œil dans les prochains mois, prochaines années, voir comment ça va prendre de plus en plus de place dans notre quotidien. Tu sais, je m'attends à ce que je rêve que notre fameux Salut Bonjour, à un moment donné, pop un Polymarket pour nous présenter dans une chronique de Salut Bonjour les paris qu'il y a eu sur la planète Terre en fonction de qui va remporter, je sais pas moi, qui va remplacer François Legault. Est-ce que François Legault et son remplacement est sur Polymarket présentement? Faudrait aller voir, mais il existe peut-être un jour où nos actualités un petit peu plus québécoises vont peut-être se retrouver sur Polymarket. Ouais, tu as un bon point. Tu sais, là, c'est sûr que la plateforme est très axée sur les nouvelles internationales et le marché américain, beaucoup. Mais, tu sais, effectivement, est-ce que ça va se régionaliser au point où là, on va se retrouver avec des items qui vont être très nichés à un certain nombre de gens? C'est sûr que je pense que l'intérêt, c'est d'aller atteindre la masse, d'avoir des sujets qui vont être plus internationaux, justement parce que les gens de partout à travers le monde vont avoir envie de s'essayer, si on peut dire. Mais oui, comme tu dis, j'ai hâte de voir combien de temps ça pourrait prendre avant que Polymarket soit éventuellement quelque chose qu'on cite de la même façon qu'on va demander à une firme de sondage, selon léger, selon quoi que ce soit, qui va, dans le fond, remporter les prochaines élections, quelque chose comme ça. Donc, intéressant. On le voit à l'écran, là. En fait, on se spoil nous-mêmes. Ça a déjà existé, qui allait gagner les prochaines élections. Donc, clairement, il y a des gens qui sont passés par là pour venir un peu se prononcer sur Polymarket. Alors, voilà, très intéressant comme sujet. Vraiment. OK. Bon, fait que on passe de un écrevisse qui a mué avec ses agents et puis son armée d'agents dans leur propre Facebook où ils se jasent à la plus grande plateforme indépendante de Paris. Et on se transporte un peu vers le CES, j'ai le goût de te dire. En fait, la vie a été vite pour nous, Joe et moi. Puis comme vous l'aviez vu dans le dernier épisode, j'étais pas tant au Québec dernièrement, mais là, je suis de retour back on track. Puis on a vu de loin un peu ce qui s'est passé là, du côté du CES. Beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de cette espèce de messe annuelle des technologies. Moi, il y avait un truc que je voulais peut-être nous mettre les yeux dessus, qui est bon, première des choses, bon, comme à chaque année, oui, il y avait des robots qui pliaient vos bobettes sales, propres. Peut-être que le robot, il est peut-être pas assez intelligent pour savoir laquelle est sale, laquelle est propre, mais il est capable de la plier, on le sait pas. Il y avait des télés, il y avait toutes sortes de patentes. Il y avait un des trucs que moi j'ai vu passer aussi, un couteau de chef qui fonctionne à les ondes soniques. Les ondes soniques. À pulsation sonique. Donc là, tu le prends, tu le sens pas trop, là, mais il y a comme des milliers et des milliers de pulsations soniques qui font que quand tu veux couper ta petite tomate, ça shake en malade, ce couteau-là, puis il est capable de te couper ça sur le sens du monde. Quoique j'ai vu des reviews qui disaient, ouais, ils l'ont fait avec un normal, puis un seul là, puis c'était pas... la différence, c'était peut-être pas tout le temps flagrante, là, mais voilà. Mais un des trucs que je voulais jaser un petit peu, c'était le Donut Lab. Le Donut Lab, si je partage mon écran rapidement. Donut Lab, en fait, c'est une compagnie qui se targue d'arriver prochainement
avec des batteries qu'on va dire des solid state batteries, donc des batteries à état solide, on va dire ça comme ça, qui seraient les nouvelles générations de batteries qui vont pouvoir exister dans les prochaines années. En grattant un peu sur le sujet, puis Joe, moi, j'ai pas encore de voiture électrique, mais toi, t'en as une aussi, là, puis tu sais, on a plein, il y a plein de cas d'usage des batteries actuelles. En grattant un peu sur le sujet, j'ai découvert que on est très, on est très dans la batterie lithium-ion depuis plusieurs années, qui est une génération de batterie qui a fait un très bon bout de chemin, qui fonctionne encore très, très, très bien. Mais on est dans des batteries qui peuvent prendre un bon moment à recharger. Ouais. Que la capacité d'électricité qu'elle peut contenir a une certaine limite, quoique c'est c'est pas mauvais, là. Si tu regardes il y a 25 ans, 30 ans, on est très bien avancé. Mais il y a une prochaine version. En fait, les batteries lithium-ion, il y a une espèce, puis je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas l'expert à 100%, mais il y a une couche liquide dans une batterie à lithium-ion. Une couche liquide dans laquelle l'électricité va faire son rôle qu'elle a à faire pour bien fonctionner, pour emmagasiner de l'électricité, pour la redonner lorsque vous l'utilisez. Mais il y a une nouvelle technologie depuis quelques années qui n'est pas encore en production, qui est plus à l'état de... qui est plus sur papier, en mode recherche et développement, qui s'appelle le Solid State Battery, qui nous amènerait vers une densité d'énergie assez incroyable. Donc, être capable d'emmagasiner énormément d'énergie, beaucoup plus qu'avant, être capable de se charger beaucoup plus rapidement qu'avant et être capable de tenir beaucoup plus de cycles, comme on appelle. Donc, une petite révolution qui s'en vient prochainement. Absolument. Puis, tu sais, comme tu le dis, ce sont les enjeux actuels, dans le fond, des véhicules électriques, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations dans les dernières années. Tu sais, effectivement, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un gain d'efficacité, exemple, sur la rapidité de la recharge, sur la portée aussi qu'on peut avoir avec une seule recharge, etc. Donc, c'est la promesse. Un des éléments aussi, comme tu dis, ben déjà là, tu le présentes bien, la résistance à la température puis la fluctuation, parce qu'actuellement, exemple, dans des situations où il fait très froid, ben l'autonomie va en prendre un coup si on n'est pas habitué à la gérer. C'est-à-dire que tu sais, le véhicule doit rester chaud. Idéalement, la batterie, si on laisse par exemple le véhicule branché, on va s'assurer que la batterie ne va pas se refroidir complètement, puis on se retrouve comme quand vous prenez n'importe quel appareil électronique puis vous le laissez dehors au grand froid. Rapidement, la batterie va se décharger, puis on va voir que tu sais, même si on le recharge, l'appareil va être lent, etc. Donc, ça a un impact, dans le fond, sur la batterie énormément. Fait qu'il y a une belle grosse promesse derrière le produit de Donut Lab qui veut faire une batterie solid state. Puis ce que j'aime aussi, c'est le principe que la batterie va être beaucoup plus petite et beaucoup plus puissante. Donc, là, au lieu d'avoir des véhicules qui sont extrêmement lourds, parce qu'on ne se le cache pas, ça a un impact. On est même au point où, justement, on a des pneus pour les véhicules électriques, étant donné la lourdeur du véhicule, puis on ne veut pas qu'un pneu régulier s'use plus rapidement, etc. Donc, il y a un paquet de choses qu'on a mis en place pour le véhicule électrique qui vont le ramener à ce qu'on connaît peut-être plus d'un véhicule traditionnel, mais vraiment avec un moteur électrique, avec une capacité de recharge rapide, avec une distance qui va être grandement appréciable. On va être plus effectivement, dans la portée à longue distance, etc. Donc là, soudainement, les enjeux qu'on entendait parler des dernières années, on se retrouve dans une promesse qui va nous permettre peut-être d'accéder à quelque chose qui va éliminer, dans le fond, ces points de friction-là. Donc, moi, je pense que c'était, comment dire, c'était pas, c'est pas quelque chose que je me disais: «Ah, ça va être dur». Je pense que déjà les technologies étaient déjà en train de travailler très fort. Les compagnies étaient déjà en train de travailler très fort sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Après ça, ben, c'est des coûts de production, c'est des coûts de mise en marché et tout. Donc là, je pense qu'on approche de certains produits qui vont être prêts à se commercialiser. On peut sûrement s'imaginer que Donut Lab va se retrouver avec une entente avec un constructeur, puis il va éventuellement arriver sur le marché avec une première version. On va voir comment ça va se passer, là. Exactement. Fait que c'est pas pour le commun des mortels, c'est peut-être pas tout le monde nécessairement qui voyait ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui fait les manchettes autant que Donald Trump ces temps-ci, là, on va se le dire, là. Mais c'est une petite révolution qui s'en vient. Puis ce qu'on voyait cette année, c'était que on arrive à une certaine maturité où, en tout cas, cette compagnie-là, Donut Lab, se vantait d'être prête à faire de la production, là, tu sais, c'est parce que c'est une chose annoncer quelque chose au CES, mais de la sortir à l'échelle, la mise à l'échelle par la suite. Des fois, il y a des business que ça va leur prendre 4-5 ans avant de vraiment le faire.
Il y en a certains qui vont peut-être même pas être capables non plus de mettre à l'échelle ça. Eux semblent dire qu'ils vont être capables de mettre ça en production assez rapidement. Ils voulaient pas nécessairement aussi donner toute la recette secrète du colonel derrière toute leur recherche et développement qu'ils ont pu faire derrière pour être aussi rapidement sur le marché. Mais c'est clairement quelque chose qu'on va regarder prochainement. Fait à suivre pour ça, mais le solid state battery, les batteries à état solide, je vais le dire comme ça, il y a peut-être une meilleure manière de le dire, là, mais c'est quelque chose qui va rentrer dans nos vies assez rapidement. Peut-être juste un léger clin d'œil aussi sur un autre tech là, qui est dans la même veine, mais au niveau batterie, il y a une compagnie qui a été dévoilée au CES, qui est la Flint, qui est Flint, et ça s'appelle la Flint Paper Battery. Donc, j'en parle que très brièvement, mais c'est une compagnie qui a décidé de faire des batteries à base de plantes et qui sont 100% compostables, là, tu sais, je veux dire recyclables, compostables. Donc, il y a beaucoup de recherche et développement qui se font pour que vos batteries habituelles, eux veulent pas arriver que comme la batterie révolutionnaire que tu vas mettre dans ton char, eux autres sont comme genre, non, on va te faire tes double A que tu utilises tout le temps, puis tes triple A dans tes batteries, dans tes manettes de télé, là. On va te faire des batteries de même, mais qui se compostent puis qui sont très, très gentilles pour la planète. Ça, j'ai très, très hâte que ça puisse faire du chemin vers toute la planète parce que je dois t'avouer que je suis toujours un petit peu mal à l'aise là, d'acheter un device qui a des batteries no-name qui viennent avec ça, puis c'est le festival de la batterie. C'est pas, ça me rend pas jojo pour ma planète. Alors, un petit truc qui va peut-être arriver dans les prochains mois, prochaines années pour vous. Vraiment intéressant, clairement. Puis tu sais, de façon générale, je sais pas toi, comment tu as trouvé le CS cette année, justement? Qu'est-ce qui est ressorti du CS versus les autres années? Tu sais, on s'attendait évidemment à un raz-de-marée sur l'intelligence artificielle, puis je pense que ce que je lisais des gens qui sont allés, qui ont eu la chance d'être sur place, je pense que les gens revenaient un peu avec une indigestion de voir de l'IA appliquée à peu près n'importe quoi. À tout, en fait. On s'y attendait, mais est-ce qu'il y a des grandes... Tu sais, moi, j'ai pas vu de grandes choses ressortir, nécessairement, comme on a tendance peut-être à en voir habituellement chaque année. Oui, on a vu beaucoup de robots. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'histoires beaucoup de stories ou d'éléments qui vont montrer un peu les avancées de certaines sociétés, souvent évidemment asiatiques, chinoises, sur des avancées de robotique. Mais il n'y a pas eu nécessairement de grande tech qui est ressortie. La seule, moi, de mon côté, qui a retenu mon attention, c'est le micro RGB. OK. Micro RGB, dans le fond, qui est une nouvelle façon de bâtir. Dans le fond, c'est une nouvelle technologie qui s'applique aux écrans. Dans le fond, qui vient carrément décupler les capacités, dans le fond, au niveau de la façon dont on va traiter les couleurs sur un écran. Donc, c'est la seule technologie, dans le fond, à mon sens, qui a vraiment ressorti de façon majeure. J'ai pas d'autres technologies qui me viennent en tête. Le micro RGB, je l'ai vu passer aussi, puis j'ai hâte de voir. En effet, la promesse de ça, c'est que puis les télés, c'est toujours ça un peu, hein, la dernière télé du jour, c'est comme les meilleures images, les noirs les plus noirs, les couleurs les plus vives, la luminosité la plus lumineuse. Mais il semblerait que les micros RGB seraient comme the next big thing. Je regardais une vidéo qui me disait que la classe en dessous de ça, c'était les télés OLED. Mais les télés OLED, comme elles reposent sur une composante organique dans chacune des petits pixels, il y a un niveau de luminosité qu'ils peuvent atteindre, mais c'est pas top. Avec le micro RGB, là, un des gros avantages, c'est la luminosité qui va être assez incroyable là-dessus. Fait honnêtement, j'ai très hâte. Mais bon, j'ai investi pour ma OLED il y a 2-3 ans. Fait que là, au prix qu'il a payé, je ne changerai pas tout de suite de télé. Je vais aller chez vous si tu changes de télé pour aller la voir, la tienne. Mais peut-être pour répondre à ta question, s'il y a d'autres choses qui m'ont frappé, pas nécessairement. On est dans la continuité où, en effet, on assoit un peu l'AI un peu partout, mais il n'y a pas eu de gros points retentissants, de gros breakthroughs qui sont sortis.
Une chose, peut-être te parler un petit peu des robots. Je nous partage peut-être mon écran juste ici. Avec, on a tous connu le Boston Dynamics. En fait, je recule juste un peu, là, le fameux robot jaune et même un peu bleu, là, mais on est rendu avec, eux, ils ont annoncé le Atlas, qui est un robot de Boston Dynamics Prêt à être commercialisé, probablement déjà en test dans certaines grandes entreprises manufacturières. Exactement, exactement. Puis je lisais que Boston Dynamics est beaucoup détenu par la compagnie Hyundai. Donc, il y a Hyundai qui est très, très fort derrière, qui supporte beaucoup cette entreprise-là, en fait, qui en détient une bonne partie de ce que j'en comprenais. Donc, on le voit Atlas, là. Ben là, ça, par contre, ça, c'est plus des vidéos, là. C'est pas vrai de vrai, mais au début, c'était plus vrai, là. C'est des montages, exactement. Mais on est à un moment où ces robots-là sont prêts à être mis en production pour vrai, là. C'est plus genre le petit chien jaune que tu vois juste au CES lors d'un keynote, puis tu le revois pas tant dans la vraie vie. Ils ont la volonté de mettre ça pour vrai dans les mains de tout le monde. Fait que ça, on en parlait déjà un petit peu. On vous avait mis même des vidéos où on voyait des factories, des grosses en industrie qui sont en train de construire des voitures, par exemple. Ben ça, ces robots-là vont être là, assurément. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. Mais si vous vous intéressez aussi au sujet, vous allez pouvoir chercher les Dark Factory qu'on appelle, ou le Dark Manufacturing. Donc, dans le fond, qui est comme un thème, ou disons un terme qu'on a inventé, pas inventé, parce que c'est deux mots qui existent, mais pour décrire, dans le fond, des usines qui fonctionnent avec des robots dans le noir. Donc, étant donné qu'il y a peu ou pas d'humains à l'intérieur et qu'on est vraiment dans de l'automatisation, le principe de Dark Factory, c'est ça. Donc, c'est d'avoir des usines qui roulent 24/24 avec de la robotique. Donc, c'est pas juste de la fiction maintenant, c'est rendu des choses qui existent pour vrai. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, oui, nous, on entend moins parler de la robotique actuellement dans nos quotidiens nécessairement, mais dans les grandes industries, comme tu le disais, des joueurs comme Hyundai qui travaillent avec Atlas puis avec Boston Dynamics. Mais du côté asiatique, on peut s'imaginer que son pendant aussi en Chine. D'ailleurs, on voit des travailleurs chinois, asiatiques. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Là. On n'est plus dans la fiction, ça se passe réellement. C'est pas bon pour le teint, ça, là. C'est pas bon pour la vitamine D, ça, là. J'ose croire. J'espère que ces petits humains-là, parmi les robots, prennent un peu de vitamine D avant de rentrer au travail au bureau, parce que, comment te le dire, c'est pas ça qui te met un beau teint au final. Mais on jase toi puis moi aussi, là, il fait moins 20 dehors, là, les coûts de chauffage pour chauffer une usine, pour avoir des travailleurs qui sont dans un contexte favorable pour travailler. Bon point. Avec un Dark Factory, est-ce que tu en as besoin? Eh là 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 là. Ça fait peur. Oui, absolument. Écoute, c'est complètement fou. Donc, c'est sûr qu'à court terme, il reste un besoin à ce qu'il y ait toujours des humains pour faire de la supervision. Donc, on pourrait penser effectivement qu'éventuellement, dans des usines, il va y avoir des control centers, des centres de commande où il va y avoir des gens qui vont surveiller l'activité pour être sûr que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de défaillance. Donc, comme on l'a vu peut-être dans la science-fiction, puis que le rôle, ça va être uniquement ça. Donc, d'amener vraiment plus l'humain dans la tâche à haute valeur et non pas dans la tâche répétitive d'accomplir tout le temps la même chose pendant des heures et des heures, ce que la robotique peut faire. Exactement. Joe, cool. Ben, c'est un épisode un peu... c'est un petit croche. On a... Ben non, c'est parfait. On a... à cause de l'actualité numérique, les amis, chers auditeurs, on a tout chamboulé un peu notre plan de match hier pour être capable de jumper sur les choses d'actualité. Fait que, grosso modo, Cloudbot est devenu Moltbot, qui est devenu OpenClaw. Gardez vos yeux sur OpenClaw. Moltbook. Et qui ont lancé Moltbook, cette espèce de Reddit, Facebook style où les agents qu'on a vont se jaser de leur propre vie non naturelle, non humaine. On a fait le tour avec le Polymarket, qui est cette plateforme de gageure qui risque de prendre de plus en plus de place dans l'actualité. On a jasé un petit peu du CES en fin de parcours, de ce qui en était ressorti, mais aussi des batteries solides, état solide qui vont s'en venir.
puis un peu notre vision du CES, de ce qui s'est passé et les Dark Factory. Fait que bon, en fait, cet épisode était de l'actualité techno pure et dure sur les choses qui se sont passées très récemment, mais aussi dans le mois de janvier. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Yeah! Écoute, des fois, c'est ça, hein, faut réussir à jumper des fois sur l'actualité quand l'on sentait qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant. Fait qu'on s'est dit: «OK, on change le plan de match, on y va là-dessus». Donc, un peu comme nous, là, probablement qu'il y a des choses qui vont passer, que vous allez voir à ce sujet-là. Moi, je vous invite à vous intéresser à ce qui se passe de ce côté-là particulièrement. J'ai hâte de voir l'évolution de tout ça chez OpenClaw, comment tout ça va se terminer ou du moins va évoluer. Je suis très curieux. Yes, yes. Cool. Ben, merci, Joe. Fait que, on se reparle dans un prochain épisode. Puis, chers auditeurs, si vous avez des réactions, des questions, commentaires, des idées de prochains sujets, n'hésitez pas à nous commenter ça dans votre plateforme préférée. Alors, très bonne semaine à tout le monde. À bientôt. Salut.